installation performance créée par un artiste blanc, je dis blanc parce que ça a son importance ici, sud-africain, Brett Bailey, qui s'inspirait, on va dire, des eaux, enfin des expositions coloniales de l'époque, des années 30, et pour dénoncer, dit-il, le racisme. Alors, ça a été notamment au théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, au 104 à Paris, en tout cas pour la région parisienne, et il y a eu des mobilisations essentiellement de militants afro-descendants, avec quelques alliés blancs, trop peu d'ailleurs, qui se sont organisés devant le théâtre à Saint-Denis et devant le 104. Donc je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler, en ce sens où il y a eu pas mal d'initiateurs qui sont pas là, donc ça devait être notamment Franco Lolia qui aurait pu être là pour l'expliquer, de la BAN, hein, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, la brigade anti-négrophobie, quelqu'un comme BAMS, quelqu'un même comme MAM, donc voilà, mais bon, disons que je peux quand même en parler un petit peu parce que j'ai participé aux mobilisations et parce qu'en tant qu'afro-descendant, antillais, né, grandi en Martinique, je me sentais directement concerné et que cette exposition-là, en tout cas pour moi, a révélé un certain nombre de choses. D'abord sur la question effectivement du racisme structurel qui existe dans ce pays et des mécanismes de reproduction de ce racisme. Mais aussi sur la division du front antiraciste dans ce pays. On a très clairement vu, on va dire d'un côté, les associations antiracistes et politiques d'ailleurs, majoritairement blanches, on va dire blanches, parce que c'est comme ça qu'on peut les définir politiquement, qui, on va dire, étaient dans l'incompréhension, pour parler poliment, par rapport aux militants afro-descendants qui se mobilisaient, et puis de l'autre, essentiellement des militants, des militantes afro-descendantes qui étaient choqués et qui se mobilisaient et qui se retrouvaient donc face à un cordon de CRS à regarder des spectateurs majoritairement blancs se rendant à cette exposition au milieu d'une ville, Saint-Denis, majoritairement non blanche. Donc là, on est dans une situation extrêmement symbolique, on va dire, qui reproduit exactement les mécanismes racistes de cette société, et c'était d'autant plus violent, on va dire, d'être là à regarder ça, à subir la violence policière, donc directe, une violence physique, à subir la violence politique et à se rendre compte qu'un spectacle qui se voulait antiraciste, en fait, reproduisait les mécanismes racistes qu'on subit quotidiennement dans ce pays. Donc, donc il y a effectivement cette division du front antiraciste qui est, à mon sens, assez problématique. Mais il y a aussi quelque chose que ça a permis indirectement, ce n'était évidemment pas l'objectif de Brett Bailey, c'est de faire converger un certain nombre de militants afro-descendants qui ne se retrouvent pas forcément tous ensemble, malheureusement, sur ces questions-là. Ça a permis de faire avancer, il me semble, la réflexion sur ça, c'est-à-dire la nécessité, en tant qu'afro-descendant, de prendre en charge la bataille contre la négrophobie. Ça a été beaucoup dit par des intervenants et des intervenantes précédemment, mais ce qui est en jeu ici, ce n'est pas, c'est essentiellement la capacité des premiers concernés, donc les Noirs, à prendre en charge justement cette mobilisation, parce que c'est l'émancipation passera par là, c'est-à-dire à sortir de ce rapport paternaliste, de ce rapport compassionnel qui était justement tout à fait reproduit dans l'exposition de Brett Bailey, des Blancs qui vont expliquer aux Noirs ce qu'est le racisme et surtout comment s'en libérer. Une chose importante dans cette exposition, c'est que c'était des tableaux vivants, c'est-à-dire que c'était des artistes noirs qui étaient pour certains enchaînés, à moitié nus,
qui était muet et qui se retrouvait face à des spectateurs majoritairement blancs, parce que c'est important d'avoir en tête ce rapport. C'était un spectacle qui visait manifestement à susciter la pitié, à susciter la compassion chez des spectateurs majoritairement blancs, donc avec cette idée derrière, que ce soit conscient ou pas, ce n'est pas notre problème, j'allais dire, avec cette idée derrière que c'était les blancs qui pouvaient libérer les acteurs, les noirs, donc qui étaient acteurs, mais acteurs de leur propre vie, j'allais dire même à leur corps défendant, pour le coup, c'était uniquement les blancs qui pouvaient libérer donc ces noirs du racisme et de l'oppression. C'est évidemment un énorme problème, et quand on est ici, je pense que c'est un des problèmes qu'il nous faut aborder, c'est-à-dire comment arriver aujourd'hui à construire un front antiraciste qui prenne au sérieux la parole des premiers concernés et qui sortent de ce rapport compassionnel, de ce rapport misérabiliste au racisme. Et donc ça, il me semble que ce n'est pas... c'est d'abord comme ça qu'on y arrivera, c'est-à-dire cette idée que la parole des Noirs, la parole des premiers concernés est d'une importance stratégique. Les Blancs, ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment que ça ne veut pas dire que quand on est blanc, on n'a pas à se mobiliser contre le racisme, il le faut, mais pas à la place d'eux. Surtout, ne pas parler à la place d'eux. Ça veut dire se mobiliser aux côtés, effectivement, et surtout ne pas se substituer. Donc c'est une critique à un certain antiracisme traditionnel, celui à la SOS Racisme. Touche pas à mon pote. Voilà. Il n'est pas question de potes, on n'est pas vos potes. La question, on est des alliés politiques, stratégiques ou pas. On peut s'aimer ou ne pas s'aimer, là, la question n'est pas là. La question, c'est est-ce qu'on a intérêt à se mobiliser ensemble contre ce racisme structurel de la société. Et donc là, effectivement, c'est d'autant plus... Je termine sur une chose, c'est aujourd'hui, on est à une date particulière, le 10 mai, comme vous le savez peut-être. C'est les mobilisations, enfin c'est les commémorations nationales, en fait, l'abolition de l'esclavage. Cette année est un peu particulière parce qu'il y a l'inauguration en Guadeloupe du Memorial Act, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, par le président de la République. Donc vous en entendrez parler beaucoup dans les médias qui aujourd'hui en tournée, qui actuellement en tournée dans les Antilles. Il y a une dénonciation par un certain nombre de militants et militantes anti-impérialistes et antiracistes antillais, les plus connus étant par exemple le LKP, Domota par exemple, qui critiquent assez violemment cette initiative, non pas qu'il ne faille pas commémorer l'abolition de l'esclavage, mais ce qu'ils critiquent derrière, c'est le dessaisissement de la parole des premiers concernés. C'est cette idée que c'est l'État français qui va imposer le calendrier, qui va imposer les modes d'émancipation, voilà, aux Antillais, et que par rapport à ça, il y aura le 10 mai des mobilisations, il y aura le 23 mai d'autres mobilisations, mais il y a un certain nombre d'afro-descendants qui refusent justement ce dessaisissement de la parole, et il me semble que c'est aussi par là qu'on arrivera à construire un front antiraciste qui soit efficient, c'est-à-dire qui prenne au sérieux la parole des premiers concernés. Bonjour. Ma présence ici ne relève pas d'une désinvolture. En fait, parce que j'arrive en fin de matinée, hein, ça peut sembler un peu étonnant. J'ai été avertie tardivement et je le regrette du fait que cette journée se tenait et que j'y étais associée. Ça dit quelque chose, je ne veux pas du tout qu'on prenne ça sur le mode ironique ou humoristique, ça dit quelque chose effectivement de l'état des mobilisations collectives et de la coordination de ce qui se joue aujourd'hui face à un front sexiste, raciste, négrophobe, homophobe, arabophobe, islamophobe, et on pourrait continuer la liste indéfiniment. Donc c'est sur cela que je voudrais intervenir. Et je me trouvais hier soir dans une réunion qui était, de façon extrêmement impressionnante, débordante du point de vue de l'assistance.
Ça se passait pas très loin d'ici, ça se passait à la Bourse du Travail à Saint-Denis. Donc on ne peut pas dire que c'est parce que c'était à Paris-Centre que ça a été plus fréquenté, non. C'était une manifestation qui, et je le dis, hein, je veux dire, je ne suis pas en train de faire de la pub pour les autres, je suis en train de rendre compte de l'état du rapport de force. C'était une manifestation qui était initiée par le PIR, et plus précisément par Ouria Boutedja, qui souhaitait, et on le comprend, manifester l'existence depuis 10 ans d'un mouvement qui s'appelle les Indigènes de la République. Et elle a fait les choses de façon tout à fait remarquable, puisqu'elle a associé à cette manifestation la présence de Angela Davis. Vous pouvez imaginer, évidemment, le public que ça peut drainer. Donc, il y a une stratégie tout à fait efficace, qui a été efficace, qui a conduit à des prises de parole très fortes, de la part de 20 femmes. C'était un public exclusivement féminin qui intervenait. Toutes les intervenantes étaient féminines. Des femmes arabes, noires, roms, qui intervenaient sur ce qui fait leur existence et les modalités de leur existence politique. Donc tout a été balayé. Et lorsque j'ai reçu l'information concernant cette journée, je me suis interrogée, je me dis, mais en fait on parle de la même chose. Donc comment se fait-il que, alors même si les manifestations ne coïncident pas du point de vue des dates et des lieux, c'est pas grave, plus on multiplie ces espaces-là et plus effectivement on arrivera à attirer l'attention de personnes qui sont en attente en fait de ce discours politique alternatif, ce que j'appelle subalternatif, c'est-à-dire qui enfin vient de celles et ceux qui sont jusqu'à présent réduits au silence et à l'invisibilité. Que ces lieux se multiplient, on ne peut que s'en féliciter. Par contre, je m'inquiète du fait que cela pourrait créer de la division, hein, le fait que chacun développe sa propre stratégie, et cette dispersion que l'on a pu observer depuis les 10, 20, 30 dernières années. Parce que tout ça a commencé après 83, après la marche. Moi, je me souviens être venue à Nanterre à une réunion de mémoire fertile en 85. Puis après, il y a eu une espèce d'arraisonnement général dont tu as été témoin et dont tu as été un des, d'une certaine manière, hein, une des cibles directes. Donc je ne comprends pas qu'aujourd'hui, 30 ans plus tard, nous ne soyons pas capables de tirer les leçons de ces stratégies de division, de dispersion, d'éviction qui continuent à morceler et à réduire à l'impuissance l'ensemble des gens qui travaillent sur ces questions-là, et pas seulement parce qu'elles y travaillent, mais parce qu'elles les vivent. Comment se fait-il que notre existence de racisés, notre existence de personnes qui sont renvoyées à leur nature, essentialisées, parce que ce sont des femmes, parce que ce sont des arabes, parce que ce sont des noirs, parce qu'aujourd'hui, effectivement, être musulman, c'est une essence, c'est une race en soi. Comment se fait-il que les mobilisations autour des Roms soient dispersées et que l'on ne comprenne pas que tout ça c'est la même cause? Comment se fait-il effectivement que nous ne soyons pas capables d'agir collectivement? Alors j'ose espérer que tout ça n'a rien à voir avec des questions d'ego. Et je l'espère d'autant plus fortement que je crains que ce ne soit une des questions qui se posent aujourd'hui. Or, du haut de ma petite existence et de mon expérience, je ne peux pas céder à ça. Nous avons tous des états d'âme au regard de nos égos, de notre fierté, de choses qui auraient été faites ou pas faites, qui auraient pu être faites et qui n'ont pas été faites. Il est plus que temps de dépasser ces querelles d'ego et d'aller à l'essentiel. Donc d'être un espace d'interpellation, certes minoritaire et marginal, mais central aujourd'hui. Et si nous ne sommes pas capables de nous interpeller les uns les autres sur les questions qui nous préoccupent, sur les enjeux qui nous habitent, parce qu'ils nous traversent et parce qu'ils nous réduisent à l'impuissance, nous risquons fort de continuer à faire le jeu de nos ennemis et de celles et ceux qui pensent qu'effectivement, nous ne sommes pas politiquement mûrs, voire même, nous n'avons pas de conscience politique. Et aujourd'hui, c'est à cela que nous sommes exposés de façon directe. Je ne peux pas imaginer
que nous ne soyons pas capables de faire ce bilan-là aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de moi aujourd'hui, ce matin, devant vous, pour le faire. Et je m'interroge sur l'étape suivante. Que faisons-nous maintenant? Comment parvenons-nous à sortir de cette tentation, de cette inaptitude, en quelque sorte, à résister à la division? J'en ai déjà parlé avec Ouya Boutadja, avec d'autres personnes. Moi, je suis à ma place dans une situation, d'ailleurs, qui n'est pas toujours très confortable, parce que les universitaires sont quelque part institutionnalisés. Je fais partie du système. A fortiori, lorsque vous atteignez le rang de professeur, n'est-ce pas, là, ça devient encore plus grave, mais là n'est pas la question. Il n'est pas nécessaire que ça vienne de moi. Moi, je le dis aujourd'hui parce que je suis profondément préoccupée, y compris par le contraste que j'observe entre ce qui s'est joué hier à Saint-Denis et ce qui se joue aujourd'hui à Nanterre. Et je ne peux pas imaginer qu'on en reste là. Je dis Nanterre, mais excusez-moi. Oui, tout à fait. Donc, ce qui se joue aujourd'hui à Gennevilliers. Donc, je ne peux que vous faire part de ma préoccupation. Ça, c'est un premier point. Et comme je ne veux pas rester sur une note pessimiste, même si je pense que ça doit nous porter à l'action, à la détermination et d'une certaine manière à l'optimisme aussi, parce qu'après tout, ces deux manifestations ont eu lieu, elles ont été initiées, elles ont été voulues, elles ont été portées par des collectifs, et elles ont le mérite d'exister face à des décennies qui ont souvent été marquées par une sorte de désert politique et d'affaiblissement généralisé des forces alternatives. Alors, vers quoi peut-on porter notre optimisme raisonnable, réaliste? C'est vers une forme de maturité politique aujourd'hui qui existe sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'il n'est plus question de, en quelque sorte, rester muet face à celles et ceux qui prétendraient continuer à faire valoir l'argument de l'immaturité et donc, d'une certaine manière, de l'infantilité politique des descendants de migrants coloniaux. Cela ne peut plus se dire aujourd'hui, parce que c'est effectivement une contradiction face à la réalité des mobilisations, face à la réalité d'une forme de tranquillité dont ont fait preuve ces descendants de migrants coloniaux, notamment après le 7 et le 11 janvier dernier. S'il y a bien une leçon que l'on peut tirer de ce qui s'est joué à ce moment-là, je ne vais pas faire l'exégèse de ce qui s'est joué le 11 janvier dans la rue, il y en a d'autres qui s'y prêtent très bien. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est de constater à quel point est-ce qu'il y a eu une forme de force de résistance, une capacité à ne pas tomber effectivement dans l'ensemble des pièges qui étaient tendus à ce moment-là, et peut-être même d'ailleurs, cela s'est manifesté par le silence serein qui s'est manifesté face à cela. Il n'était pas question d'aller vociférer sur les places ou ailleurs contre cette espèce d'homogénéité journalistique des entrepreneurs de morale, des entrepreneurs identitaires dont nous savons où ils sont, et ils ne sont pas parmi les Arabes, les Noirs, les musulmans et les Roms de France. Non, ils ne sont pas là, ils sont dans l'autre camp. Et face à cela, effectivement, le silence a été éloquent. Parce qu'il arrive parfois que le silence est une forme de supériorité politique sur les vociférations et sur l'envahissement de toutes les scènes médiatiques. Donc c'est ici que vous vous trouvez aujourd'hui, c'est à Saint-Denis que d'autres se trouvaient hier, peut-être les mêmes d'ailleurs, et ce qui importe aujourd'hui, effectivement, c'est de parvenir à avoir une parole claire, qui effectivement ne hausse pas le ton, mais qui ne se laisse pas réduire au silence. Et c'est vers cela qu'il va falloir tendre pour parvenir à contrecarrer des stratégies qui sont aussi des stratégies, d'une certaine manière, du désespoir. Parce que ce sur quoi je voudrais insister, c'est que d'une certaine manière, la bataille est gagnée. Et que la résistance, les logiques réactionnaires que nous observons, elles sont à la mesure du fait qu'il n'y a rien qui puisse aller à l'encontre de l'existence et de l'existence politique aujourd'hui de minorités qui sont précisément racialisées et sexualisées pour les empêcher d'exister. Donc si cette bataille est gagnée, il faut la mener pour qu'elle soit une victoire, effectivement.
et qu'elle ne soit pas simplement une bataille virtuelle. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a deux fronts qui se dessinent. Il y a le front de la lutte contre ce que j'appelle l'antisexisme patriarcal, c'est-à-dire ces hommes blancs qui ont décidé que pour maintenir leurs privilèges, il fallait qu'ils deviennent des alliés, non pas directs ni bienveillants, mais stratégiques, des femmes basanées, noires et arabes et musulmanes, et bientôt roms, pourquoi pas, pour prétendre défendre leurs droits contre leurs hommes. Ça, je pense que c'est une lutte qui va continuer, et dont on voit très bien d'ailleurs comment est-ce que la déclinaison s'opère dans l'espace de l'islamophobie. Donc ça, c'est notre premier front, il me semble. Le second, c'est effectivement d'aller à l'encontre contre toutes les formes d'initiatives qui prétendraient parler à la place d'eux. Oui. Et parler à la place d'eux, ça veut dire que les subalternatives, ces alternatives politiques qu'il faut construire par le bas, à partir de ceux qui sont opprimés, il va falloir les penser maintenant, ensemble, et leur donner une existence, une consistance et une durée. C'est-à-dire que l'essentiel reste à faire, mais il est effectivement devant nous. Donc c'est vers cela que je voudrais vous inviter, et surtout vous dire que de là où nous nous trouvons, chacun à notre place, nous ne perdons pas la mesure et nous gardons la pleine conscience des enjeux qui se présentent et des modalités d'action qui s'offrent à nous. Merci. Merci Nassira. Dans la continuité un petit peu de ce qui vient d'être dit, je disais ce matin, quand il y a une volonté, il y a un chemin. Et quand effectivement, à l'absence du pire des indigènes, il y a plusieurs mois maintenant, la genèse, on va dire, de Reprenons l'initiative, ils avaient été invités à plusieurs reprises, notamment certains animateurs, Ouria Boutelja, Youssef Boussouma, à bien entendu venir discuter de Reprenons l'initiative. Ben, ça se traduit effectivement, comme tu l'énonçais tout à l'heure, d'une part par leur absence, et puis par l'ignorance même visiblement de cette journée du 9. Nous le regrettons, et nous regrettons notamment le fait que des militants participent aussi à l'animation de Reprenons l'initiative, et elles étaient absentes hier soir. Donc, quand il y a une volonté, il y a un chemin, et espérons reprendre l'initiative tous ensemble pour éviter la dispersion que tu soulevais. Brièvement, parce que j'imagine que tout le monde commence à avoir faim. Pour ma part, et comme d'autres, je suis frappé depuis assez longtemps par ce qu'on pourrait appeler une démoralisation politique, qui peut se traduire, et on en a parlé dans l'ouvrage collectif qu'on a consacré à la question Rome, qui peut se traduire par une dépression militante. De fait, on a le sentiment que c'est aujourd'hui une ruse du néolibéralisme, mais aussi des politiques de racialisation, qui démobilisent précisément parce qu'on a le sentiment qu'on est condamné à l'échec. Donc ça redouble l'échec. En même temps, c'est pas ce qu'on veut faire. On ne veut pas simplement constater que ça ne va pas, on ne veut pas simplement constater des échecs, on veut reprendre l'initiative, on veut arriver à imposer nos propres termes. Et pour cela, on veut aussi prendre en compte le fait qu'il n'y a pas que des échecs, il y a aussi des succès. Par exemple, on avait invité, et elles devaient venir, mais finalement ont eu un empêchement, des femmes qui ont participé à la lutte du 57 boulevard de Strasbourg. Un des éléments très joyeux, c'est de voir que parfois il y a des luttes qui sont gagnées. Donc c'est un des éléments pour nous importants. Et effectivement, par rapport à la question qui vient d'être soulevée par Nassira, celle de possibilités de convergence, de coalition, de travailler ensemble avec des gens différents, en tout cas, je crois que ce que nous pouvons espérer faire, c'est d'arriver à forger un langage commun à partir duquel on puisse analyser ce qui est en train de se passer.
C'est ça notre première responsabilité. Et ça donne une chance de ne pas simplement constater que ça ne va pas, mais de faire en sorte qu'on puisse reprendre l'initiative. Je voudrais juste souligner l'importance de ne pas sombrer dans une posture qui serait une posture de l'échec. Nous ne sommes pas dans une phase d'échec. Nous sommes à la fin d'un cycle et toutes les difficultés, c'est d'en enclencher un nouveau. En réalité, je suis très optimiste. Pour la première fois depuis très longtemps, et permettez-moi de me prendre juste, j'aime pas ça, mais ça fait 30 ans que j'agis dans des tentatives de créer une dynamique autonome dans les quartiers populaires et les immigrations. Pour la première fois, nous avons depuis maintenant une petite dizaine d'années les questions de clivage, c'est-à-dire les questions que nous devons dépasser, les seuils qualitatifs à poser qui sont posés. Et c'est pour cela que c'est difficile. C'est parce que nous ne pouvons plus continuer comme par le passé, parce que justement les questions sont posées, à tourner autour du pot. Et la seconde chose, c'est que depuis maintenant effectivement une dizaine d'années, on l'a bien vu ce matin dans toutes les interventions, eh bien, on a, même de manière éparpillée, même de manière non unifiée, même de manière non coordonnée, on a des prises de parole des premiers concernés, des tentatives d'organisation des premiers concernés, et qui posent des questions qui fâchent, qui posent des questions qu'on a éludées pendant longtemps, qu'on a pu éluder pendant longtemps, et qu'il faut, et vis-à-vis desquelles, eh bien, on ne pourra plus faire semblant qu'elles n'existent pas. Et c'est, pour moi, c'est un signe d'optimisme, même si l'accouchement est douloureux, même si nous sommes devant des obligations de regarder en quoi nos grilles d'analyse peuvent être décalées par rapport aux premiers concernés, décalées par rapport à la réalité sociale. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, et une des raisons de nos difficultés, c'est la complexité de la situation, mais c'est pas parce que c'est complexe qu'on s'en sortira pas, il faut juste ne pas fuir la réalité des débats. La seconde chose que je voudrais souligner, c'est que face à ces tentatives d'organisation insuffisantes, embryonnaires, non entièrement cohérentes, non unifiées des premiers concernés, il nous manque en face l'espace de l'alliance. L'espace de l'alliance, c'est-à-dire des personnes qui ne font pas partie des premiers concernés, mais qui, de par la vision de la société qu'ils ont, de par le projet de société qu'ils souhaitent défendre, eh bien, veulent être dans le combat avec les premiers concernés. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une alliance à n'importe quel prix. C'est une alliance qui doit prendre en compte un certain nombre de questions, et c'est celle-là qu'il faut qu'on débatte. C'est celle-là qu'il faut qu'on puisse faire avancer. Alors tout ça pour dire que l'enjeu des ateliers de cet après-midi, c'est pas le nombre aujourd'hui qui compte. C'est vraiment est-ce qu'on va réussir à débattre des questions qui peuvent nous diviser? Est-ce qu'on va réussir à ne pas parler à la place des premiers concernés? Est-ce qu'on va réussir à poser des perspectives qui permettent à la fois de prendre en compte les premiers concernés et ces dynamiques d'alliance? C'est dire que cet après-midi, il s'agira de débattre de cette articulation entre auto-organisation des premiers concernés et mouvement antiraciste, mouvement féministe plus large, mouvement etc. La seconde dimension, mais on l'a bien vu, toutes les paroles des premiers concernés posent la question de l'antiracisme politique, structurel, institutionnel, et la nécessité de sortir de l'antiracisme moral, individuel. C'est pour cela que notre appel insiste sur les politiques de racialisation et sur les responsabilités de l'État et des États, comme ça a été précisé tout à l'heure. Et donc, c'est bien cette dimension-là des conditions d'un antiracisme politique qu'il va nous falloir débattre cet après-midi. Troisième dimension qui nous semble importante, c'est d'avoir en tête qu'il ne s'agit pas d'être d'accord sur tout. Nous avons à construire une unité dans la diversité, ce qui veut dire, bien entendu, que la base de l'unité, par contre, doit être assez précise. Je le disais ce matin, je représente le Front uni des immigrations et des quartiers populaires. Nous avons nos dernières rencontres nationales le 17 et 18 avril. Vous avez pu avoir la résolution de ces rencontres nationales. Il est clair que nous ferons tout
pour que la dynamique de reprendre l'initiative se construise, mais bien entendu, nous tirons les bilans des 30 dernières années, pas sur des bases qui nient justement ce que nous vivons, pas sur des bases qui occultent des éléments qui nous semblent prioritaires, pas sur des agendas qui occultent nos propres agendas. Et donc c'est cette difficulté-là à construire, et l'auto-organisation et l'alliance qu'il nous faut aborder cet après-midi. Alors, moi je suis très, très sensible à ce qu'a dit Nacera. Juste, faisons attention de ne pas être simplement un regard sur nos faiblesses. C'est pas qu'une question de faiblesse, c'est aussi une question d'environnement et de contexte. Alors, les ateliers de cet après-midi, je vous propose d'aborder au moins 3 aspects, et puis après, bien entendu, dans les ateliers, vous pourrez en rajouter, je vous fais confiance pour en rajouter. Ce sont des questions très simples. Pourquoi avons-nous perdu l'initiative? Donc, il nous oblige à nous confronter aux limites, aux difficultés, aux désaccords que nous avons pu avoir sur l'analyse de la situation, sur la place des uns et des autres, etc. Une seconde question qui est comment reprendre l'initiative? Il ne suffit pas simplement de débattre, mais d'aller maintenant dans des propositions et sur quel grand cadre nous voulons agir. Et puis une troisième dimension qui est par quoi commencer, avec quel type d'agenda. Bien entendu, en prenant en compte ce qui existe déjà. Il ne s'agit pas de prétendre remplacer l'existant. Il s'agit de se dire, nous sommes dans une période où nous avons besoin, alors qu'en face on unit ceux qui devraient être divisés et on divise ceux qui devraient être unis, et bien de remettre, comme disait un vieux monsieur qui s'appelait Karl Marx par rapport à Hegel, de remettre sur ses pieds quelque chose qui a été mis sur la tête. Voilà. Ils ont menti.